Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis, bonjour, chers frères. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo pour parler de la visite du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Ça veut dire Dubaï, le Qatar, Abu Dhabi, je crois aussi Oman. Donc, il s'est rendu en visite dans les 3 pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je vous prie d'écouter la bande sonore de la RTN, la radio-télévision du Niger. Le flash des caméras arrive à Koulouban avec assurance. Le ministre d'État des Émirats Arabes Unis, Cheikh Chakbout Ben Nahyan Al Nahyan, effectue cette visite au Mali dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il ressort de cette audience que les Émirats Arabes Unis souhaitent renforcer leur coopération avec le Mali dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du développement industriel et économique. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a remercié son hôte du jour pour les priorités communes définies. Le président Goïta a surtout rappelé les 3 principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Il convient de souligner que le Mali entretient tant au plan bilatéral que multilatéral de bonnes relations d'amitié et de coopération avec les Émirats Arabes Unis. Relations de coopération consolidées après la visite de Cheikh Zayed, président des Émirats Arabes Unis en 1985 à Bamako. Et c'est à la suite de cette visite qu'Avenue Cheikh Zayed a été baptisé en honneur du président émirati. La question du renforcement de la coopération a conduit les autorités maliennes à ouvrir l'ambassade du Mali à Abu Dhabi en octobre 2016. Cette visite du ministre d'État témoigne du dynamisme croissant des relations entre le Mali et les Émirats Arabes Unis, relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Voilà, je m'arrête ici. Donc, non. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Vous avez bien suivi. C'est un compte rendu de la télévision nigérienne où le ministre des Émirats Arabes Unis, des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, ça veut dire le Qatar, ça veut dire Dubaï, ça veut dire Abu Dhabi, ça veut dire Oman, je crois, s'est rendu en visite officielle au Niger. Et au Niger, il est venu ensuite au Burkina Faso. Au Niger, il a été reçu par le général Abdourahmane Tiani. Au Burkina Faso, il a été reçu par le général, par Abdourahmane Tiani en présence du ministre des Finances et Premier ministre Mohamed Lamine Zen. Et ensuite, il s'est rendu au Burkina Faso où il a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré. Et enfin, il s'est rendu au Mali où il a été reçu par le général de corps d'armée Assimi Goïta. Bon. On a bien vu ces pays-là, on a bien vu comment il s'est déplacé dans ces pays-là. Et dans chacun de ces pays, d'abord, il a réaffirmé le respect de la souveraineté de ces États-là, donc pas comme un État arrogant qui est au cœur de l'Europe, qui vient toujours donner des leçons aux pays africains comme c'était les petits-enfants de l'école maternelle. Ils ont réaffirmé leur respect pour la souveraineté des États de l'AES. Hein? Donc, première chose. Deuxième chose, ils ont dit que les raisons pour lesquelles ils venaient, c'était la sécurité, c'était l'investissement dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tourisme, etc. etc. J'explique hein, globalement, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur l'AES, bon voilà, sur les réseaux sociaux. Les gens disent trop de choses, ouais, voilà, par exemple, le Qatar était avec les États-Unis lors de la chute de Kadhafi, donc c'est des ennemis. Ouais. Ça relève un peu du populisme et parfois un peu de l'ignorance. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'état d'âme. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'état d'âme. Ils peuvent être amis de... participer à la chute de Kadhafi, parce que Kadhafi aussi a fait certaines erreurs, mais je ne veux pas aller plus loin que ce que je dis là pour ne pas gâter mon direct, parce qu'après il y a toujours le risque d'être incompris et ça débouche sur tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas d'état d'âme. D'abord sur le volet de la sécurité, les pays de l'AES ont aujourd'hui besoin du Qatar pour
renforcer la sécurité dans leur pays. On sait que une bonne partie des gens qui viennent combattre ou faire le djihad dans le Sahel, là, ce sont des personnes qui viennent du Moyen-Orient. Et là-dessus, le travail entre l'intelligence ou les services de renseignement du Niger, les services de renseignement du Burkina Faso, les services de renseignement du Mali, peuvent permettre de collecter les informations et de travailler à asphyxier les gens qui foutent le désordre au Sahel en les privant des ressources, parce qu'on sait que les Émirats Arabes Unis sont un grand centre financier offshore. En faisant par exemple qu'on les prive de ressources, on sait que certains de ces gens séjournent parfois dans ces pays-là, donc en les contrôlant pour qu'ils ne puissent plus séjourner dans ces pays-là. Et troisièmement, en échangeant le renseignement pour les asphyxier en argent. C'est important parce que tout ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les asphyxier en argent et les asphyxier encore sur autre chose. Donc ça, on sait ça. Donc, si l'Émirat Arabe Unis, peut-être après avoir observé, parce que c'est la géopolitique, les Émirats Arabes Unis observent, ils sont peut-être amis avec la France, ils sont aussi amis avec la Russie, qui leur vendent l'équipement militaire, qui leur donnent l'assistance militaire dans la formation de leurs hommes. Quand les Émirats Arabes Unis voient le retour à la sécurité, le positionnement, mais il y a encore quelques poches de résistance, et en fonction par exemple de la visite d'Ibrahim Traoré en Russie, où ils voient, ils se disent, bon, ils ont peut-être de très bonnes relations avec les Russes, bon, ils offrent leurs services d'abord en matière de sécurité. Voilà. Partage du renseignement, partage de l'information, permettre par exemple la surveillance, des choses comme ça, beaucoup de choses. Ça, on sait que les Émirats Arabes Unis peuvent le faire. Et c'est quelque chose que s'ils le font, va profiter directement à l'AES. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Autre point, par exemple, qui, comme je dis, si le font, ça va profiter à l'AES, par exemple, c'est aussi, par exemple, si ces Émirats Arabes Unis, là, par exemple, avec les pays de l'AES, commencent à travailler, je dirais, pour, au niveau des pays commencent à travailler, par exemple, pour qu'au niveau des pays de l'AES, ils commencent à, je dirais, mettre en place des programmes de formation. Parce que quand vous voyez Dubaï, vous voyez Abu Dhabi, vous voyez le Qatar, vous voyez tout ce qu'ils ont investi, ils ont une sécurité maximale. Donc, ils peuvent partager leur expertise avec les pays de l'AES pour la sécurité, sécuriser les zones urbaines, etc., etc. Et utiliser certains moyens. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici, là. Parce que si j'ouvre ma bouche, là, ça peut me conduire très loin dans les problèmes ici aux États-Unis. Quand vous êtes lié, par exemple, à l'armée, vous ne pouvez pas dire certaines choses. Donc, mais ça, on voit que cela peut être fait dans les pays de l'AES, entre l'AES et Dubaï. Ensuite, quand le volet sécurité est réuni, on en vient à l'investissement agricole. On sait que les pays du Moyen-Orient, en l'occurrence Dubaï, le Qatar, Abu Dhabi, même s'ils ont beaucoup de capitaux, parce qu'ils sont des grands vendeurs de gaz dans le monde, ils n'ont pas assez d'espace pour faire l'agriculture et le système est aride. Donc, ça veut dire que les pays, et c'est ce que j'ai toujours dit ici, là, les pays de l'AES, quand le Niger commence à engranger des hectares, des milliers d'hectares, dans la grande irrigation, son projet de grande irrigation, le Burkina Faso aussi, et le Mali qui va aussi démarrer bientôt après la tenue du Conseil national d'agriculture. Donc ça, ce sont des choses qui vont projeter les pays de l'AES peuvent devenir des partenaires du Moyen-Orient, par exemple, cultiver et leur fournir des oignons, cultiver et leur fournir des tomates, cultiver et leur fournir des choses qu'ils utilisent dans leur consommation quotidienne, des piments harissa, des choses comme ça, pour ceux qui ont déjà visité là-bas, cultiver et leur fournir du couscous en blé, etc., etc. Les pays de l'AES peuvent le faire. Les pays de l'AES peuvent le faire. Et où aussi, les gens du Moyen-Orient peuvent venir investir dans l'AES en joint venture et prendre l'argent de cette joint venture, maintenant, ces produits-là, produits calibrés, mettre dans des conteneurs destination le Moyen-Orient. Parce que quand vous êtes à Dubaï, il y a énormément d'hôtels, on mange. Donc si on dit on mange la viande, on mange les légumes, on mange les fruits, etc. Et tout ça peut être produit dans l'AES.
Donc c'est très stratégique cette visite-là. Ils peuvent investir dans l'industrie parce que si vous allez à Dubaï, Qatar, Abu Dhabi, il y a énormément d'hôtels, il y a énormément de résidences, etc. etc. Dans ces hôtels-là, qu'est-ce qu'on fait? On voit des gens qui s'habillent, on voit des gens qui se vêtissent, qui font beaucoup de choses, qui arrivent à développer beaucoup de choses là-bas. Donc, s'ils arrivent à développer beaucoup de choses, ça veut dire que derrière, il y a, par exemple, des hôtels, ces résidences-là. Prenez un exemple, la lingerie, par exemple. La lingerie qu'on utilise là-dedans. Les draps, les serviettes, les peignoirs, etc. etc. C'est des milliards de francs. Faites un peu, tapez un peu avec ChatGPT, là, vous allez voir. C'est un gigantesque marché de 147 milliards de francs. Milliards en importation de la Chine et de l'Inde. 147 milliards. 147 milliards. Donc, ce gigantesque marché de 147 milliards là, vous vous doutez bien que c'est un gigantesque marché qui est à la portée des gens de l'AES. Si les pays de l'AES négocient bien, ils peuvent commencer à faire des filatures de coton, etc. pour commencer à produire des draps, des serviettes, etc., etc. destinés au marché des pays de l'AES. Et puis il faut savoir qu'il y a des normes dans ces pays-là. Quand on met les draps sur un lit, après 3 mois, on retire ça. Hein? C'est ça qu'on met dans la friperie qu'on envoie en Afrique. Là. On retire. Vous ne pouvez pas utiliser un drap dans un hôtel 1 an. C'est pas possible. Donc ça veut dire que si les pays de l'AES entrent dans la chaîne de valeur, ils vont pouvoir produire et ils vont trouver un endroit pour exporter vers les Émirats Arabes Unis, qui eux aussi cherchent certainement à diversifier leurs sources d'approvisionnement avec toutes les tensions qu'il y a là dans le monde, comme ils sont liés aux Américains, ils cherchent certainement à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Et ils savent que le Mali, le Burkina, le Niger ont une population jeune, travailleuse, dynamique, et que s'ils viennent signer des joint ventures, et c'est pour ça que j'interpelle ici le général Assimi Goïta. J'interpelle le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tiani. Mettez sur place un fonds souverain le plus rapidement possible. On est là pour ça. Pour mettre un fonds souverain. Parce que quand il vient comme ça, là, autour de la réunion, il devait avoir le premier ministre, il devait avoir le président du fonds souverain. Et le président du fonds souverain dit oui, nous sur la main, on peut lever 500 milliards et on est prêt à faire des joint ventures avec vous. On est capable de mobiliser aussi 200 milliards sur des hommes d'affaires privés nigériens. Ça fait 700 milliards. Nous attendons de vous que vous amenez 1300 milliards. Et ça fait 2000 milliards d'investissements industriels. Si c'est des usines de 50 milliards d'investissements, ou de 60 milliards d'investissements, ça fait par exemple 30 usines, par exemple, qui sortent de terre rapidement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si on inaugure 30 usines au Niger, 30 usines au Mali, 30 usines au Burkina Faso, les gens ne vont plus jamais regarder les ressortissants de ce pays-là de la même manière. Même les gens qui les narguent arrogamment en Europe, là, ils ne le feront plus jamais. Donc, il y a ça là-dedans. Et donc, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'industrie, j'ai parlé de la sécurité. Et les pays de l'AES doivent comprendre une chose. Les Émirats Arabes Unis, notamment le Qatar, sont un benchmark en matière de production, en matière de promotion de la culture. Et faire de l'argent avec la culture. Ils sont un benchmark. Je dis parce que nous avons l'une des plus... Je vous avais montré ça, c'est sur ma page là. Je vous avais montré à l'université de Marquette. Quand vous allez à l'université de Marquette, chaque année, ils reçoivent environ 2000 étudiants qui viennent des Émirats Arabes Unis avec des bourses. Et leur rôle, c'est de venir étudier et beaucoup se concentrent dans ce bâtiment que je vous avais montré là. Ils vont là-bas apprendre comment faire le management culturel. Donc quand ils rentrent chez eux, ils font la promotion de spectacles, ils font la promotion des artistes, ils montent beaucoup de choses, ils brassent de l'argent, ça amène du monde, ils se mettent sur les billetteries, etc., etc. Quand vous allez dans les Émirats Arabes, c'est des spectacles, tout ça c'est la production locale, 100% locale et que les touristes viennent de partout. Des festivals de films, des festivals de mode, de défilés de mode, tout ça, tout ça. Et c'est ça qui amène le tourisme et c'est pour ça que vous voyez les hôtels, les complexes sortis de terre. Vous avez vu les Trump Towers qui vont construire là-bas au Moyen-Orient. Vous voyez combien ça coûte, vous voyez le luxe insolent qu'il y aura là-dedans. Et c'est des contrats qu'on a donné aux entreprises américaines, c'est 600 milliards de contrats, c'est beaucoup. 600 milliards de dollars, hein, ça veut dire 400 000 milliards de francs CFA. En gros, c'est beaucoup. 375 000 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. Donc, nous pouvons apprendre beaucoup de cela. Je ne peux pas aller dans tous les détails. La vidéo est pratiquement bientôt à 20 minutes. Je veux que ça n'en aille pas au-delà. Ce que nous pouvons aussi apprendre de ces gens, c'est que
Quand vous regardez aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, donc Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, Oman, Brunei, Arabie Saoudite, quand vous mettez ces 6 pays en commun, ils ont déjà dépassé, à l'heure où je vous parle, ils ont déjà dépassé en termes de développement économique, ils ont déjà dépassé les pays, l'Europe centrale. Je dis ça comme ça, l'Europe centrale. Ils sont déjà devant l'Europe centrale. Dubaï est aujourd'hui un grand centre financier où il y a énormément de ressources. L'argent vient des recettes du tourisme, des recettes de leur gaz, des recettes de l'événementiel, culturel, etc., etc. Ils ont beaucoup de sources de revenus. Donc, à partir du moment où ils font ça, cet argent-là, ils cherchent où l'investir. Or, jusqu'à présent, cet argent-là arrivait en Afrique comment? Cet argent arrivait en Afrique parce qu'il passait par la France. Ça, il faut le dire, c'est la vérité, c'est pas attaquer quelqu'un. Ça dit, il passait par les banques françaises. Les banques françaises allaient là-bas prendre l'argent à 2% aux gens de Dubaï parce qu'ils avaient des excédents d'argent. Ils prenaient à 2% pour venir faire des prêts à 15-20% aux Africains chez eux. Après, ça a été les banques marocaines. Voilà. Et les banques égyptiennes, etc., etc. L'Égypte plus vers l'Europe de l'Est, les banques marocaines plus vers la Syrie au sud du Sahara. Maintenant, les gens de Dubaï, quand ils viennent voir le général Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, leur objectif, c'est d'y aller directement. Directement. Ils le font déjà au Kenya, en Éthiopie. C'est pour ça que vous voyez l'essor de l'économie. Ils le font déjà au Rwanda. C'est pour ça que vous voyez l'économie rwandaise se développe. Dans l'immobilier, dans tous ces investissements à cycle à moyen long terme. Ça veut dire 10-20 ans. Vous voyez, c'est les fonds qui viennent des Émirats Arabes Unis. S'ils déposent leurs valises, ils viennent envoyer leur ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, commencer des négociations avec des pays de l'AES, c'est qu'ils veulent travailler avec eux sur la sécurité, ils veulent travailler avec eux sur la production agricole, comme ils ont fait en Éthiopie, vous pouvez aller vérifier. Ils veulent travailler avec eux sur la production industrielle parce qu'ils ont une extrême dépendance vis-à-vis de l'Asie et ils pensent qu'avec des dirigeants conscients, ils peuvent faire des choses en Afrique. Enfin, ils veulent, etc., etc. Ils veulent apporter les financements. Les financements, ça peut être des prix de participation dans les grandes banques et en leur donnant de l'argent. C'est que si par exemple vous prenez des participations, je ne sais pas n'importe quoi, le fonds souverain de Dubaï prend des participations dans Coris Bank, peut-être à hauteur de 35%, et dit à Coris Bank, bon, nous allons vous émettez des obligations, par exemple, à la bourse d'Abidjan, à un taux de 3%, qui n'est pas, ou à 5%, qui n'est pas loin du refinancement de la Banque centrale. Mais avec ça, vous allez faire des prêts de 10 à 12%, donc il y a un spread de 7% là, qui n'est pas mal. Mais je mets à votre disposition, par exemple, 500 milliards par an. Mais vous devenez comme la BAD. Vous devenez comme la BAD. C'est ça que je dis qu'il y a un tournant là que ni Assimi Goïta, ni Ibrahim Traoré, ni Abdourahmane Tiani ne doivent rater. Et on est là pour être les watchdogs, pour veiller. C'est pour ça qu'on fait des vidéos comme ça. Parce que s'ils ratent ce tournant là, c'est pas bon. Hein? C'est l'état de grâce. C'est... Voilà, les oracles sont avec eux. Et il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais ils ne doivent pas faire le zouave et puis ça passe comme ça. Là. Voilà. Donc ils doivent prendre les choses à leur juste valeur. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu le volet sécuritaire. Parce que il ne reviendra pas dans les oreilles des gens des Émirats Arabes Unis de venir investir autant d'argent dans l'AES. Alors que dans l'AES, il y a une partie de la déstabilisation avec les gens qui sont sur leur territoire, certaines transactions. Donc ils peuvent aider l'AES en collaborant. C'est du donnant-donnant. Bon, vraiment on collabore. Vraiment la paix revient dans notre endroit. La sécurité est maîtrisée. En ce moment, nous faisons certaines affaires avec vous. Et nous nous associons dans un partenariat win-win. C'est pour ça que vous avez entendu le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dans la sortie qu'il a fait dans son ministère, dit voilà, le respect de la souveraineté. Le respect de la souveraineté veut aussi dire que quand vous venez travailler, vous travaillez en vous conformant aux lois, par exemple en créant des emplois localement. Pas que vous venez construire une raffinerie, vous amenez 100% du personnel de l'étranger, alors que les jeunes Nigériens avec des maîtrises, des diplômes, même d'ingénieurs, sont sur des motos. Ce n'est pas normal. Personne n'accepterait ça au monde. Voilà. La présentation s'arrête ici. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi.
Je suis Élisée, analyste financier économiste. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo. Mettez un like sur la vidéo pour que la vidéo soit, que le plus grand nombre de personnes puissent, YouTube ou Facebook puissent la recommander, ou bien X, Twitter, puissent la recommander. Mais également, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous également vous-même sur notre chaîne. Participez au déroulement de la chaîne en partageant la vidéo déjà. Et ensuite en souscrivant le membership pour soutenir la... Ah, voilà, on a besoin de faire plus de choses. Et on travaille là-dessus. Passez une bonne et agréable semaine. Bye.